Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Voix des banlieues, la radio citoyenne qui parle des quartiers populaires. Je suis Sébastien Bastaro, habitant de Sevran et du 93 depuis 40 ans. Vous le savez maintenant, la radio citoyenne La Voix des banlieues donne la parole aux habitants et aux personnalités qui améliorent le quotidien de nos villes. Il y a plein de difficultés, certes, mais aussi plein d'initiatives qui marchent et qui méritent d'être valorisées. Vous le verrez, au fur et à mesure des épisodes de notre podcast, on ira à la rencontre des femmes et des hommes qui sont nos héros du quotidien. Justement, je suis à Sevran et j'ai donc tout à l'heure marché le long du canal de l'Ourcq pour me rendre chez Stéphane Blanchet, le maire de la ville qui nous a invités à boire un thé. Stéphane est maire depuis 2018, il a succédé à un autre Stéphane, Stéphane Gatignon, qui avait décidé de démissionner et de lui passer la main. En 2020, il s'est présenté aux élections municipales en rassemblant les forces de gauche et écologiques, dont je fais partie puisque je suis élu à ses côtés, et en 2021, il a été élu vice-président du département du 93 aux côtés de Stéphane Troussel. Mais est-ce que vous savez qui est vraiment Stéphane Blanchet ? Son histoire, sa vision de la ville, la manière dont il voit les choses ? C'est le but de l'émission du jour. Comme d'habitude, on va tous dire pour comprendre et surtout entendre la parole de ce citoyen engagé, en quelque sorte le premier citoyen de la ville vu ses mandats. Eh bien c'est parti. Ah oui, n'oubliez pas de liker et de suivre le podcast pour me donner de la force. On y va ? Eh bien, bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien. Merci de nous accueillir chez toi à Sevran. Donc avec là, plaisir. voilà, on prend un petit thé. Et donc l'idée, c'était bien de te découvrir, de savoir qui tu es, connaître un petit peu ton histoire, ton parcours, comme je le disais en introduction tout à l'heure. Et bien, première question, est-ce que tu peux te présenter, Stéphane ? Donc Stéphane Blanchet, je suis sevranais, j'habite la ville depuis assez longtemps. Je suis aulnésien au départ. Je vivais d'abord aux Étangs et ensuite au Gros-Saulx. Et en fait, quand j'étais étudiant, je prenais le RER à la gare de Sevran-Bedotte et j'ai donc connu Sevran par ce quartier des Bedottes qui jouxte le quartier du Gros-Saulx. Et je me suis aventuré assez rapidement, plus profondément sur ce territoire communal qui est très intéressant. Donc t'es un enfant d'Aulnay, quoi, en gros. Je suis un enfant d'Aulnay, mais c'est un territoire tellement dense, tellement riche qu'on traverse les villes de part et d'autre. On va dire que... T'allais traîner à Carrefour-Beauceran ? C'était un lieu de promenade, un lieu où on se rencontrait, on se donnait rendez-vous, et puis oui, j'accompagnais ma mère pour y faire des courses. Je me souviens de la première chaîne IFI que nous avions achetée ensemble, et qu'on avait acheté, alors c'était pas Carrefour encore, c'était Euromarché. Du coup, j'ai le droit de te demander ton âge, Stéphane ? Oui, j'ai 55 ans, je vais avoir 56 ans bientôt. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager en politique ? Alors j'ai vécu dans un milieu familial où on parlait politique à table, où j'ai connu beaucoup de gens qui étaient militants. Moi je me souviens des mobilisations, des manifestations contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi contre la loi Devaquet. Je me souviens de ce soir-là où j'étais parti à Paris avec plein de jeunes lycéens pour manifester contre la loi Devaquet à l'époque. Et il y a eu, on a appris plus tard la mort de Malik Oussekine. Enfin voilà, ça a fait partie de choses qui m'ont marqué. Mon engagement militant, il a été donc d'abord lycéen, puis étudiant dans un syndicat étudiant, l'UNEF. Et du coup, comment on devient maire ? Comment t'es devenu maire, en fait ? Ça s'est passé comment ? C'est quoi le cheminement qui fait qu'après, tu deviens maire de Sevran ? En fait, lorsque je travaillais dans la collectivité, il y avait un goût pour la chose publique, le débat public, puis l'envie de faire évoluer. Ah, parce que d'abord, tu as travaillé à Sevran. J'ai travaillé à Sevran, oui. Après avoir travaillé dans une autre collectivité, je suis arrivé à Sevran comme chargé de mission prévention tranquillité publique. Tu travailles au début à Sevran, et ensuite, il se passe quoi ? Parce que quand on peut pas travailler dans la ville dans laquelle on est élu, Non. Qu'est-ce qui fait qu'après, tu deviens élu alors ? J'avais passé le concours d'attaché, puis ensuite je suis arrivé à Clichy-sous-Bois en 2006. Et puis là, j'ai passé 2 années de travail intéressant, dense,
au service de cette collectivité passionnante aussi. Donc juste pour les auditeurs, quand on est attaché territorial, donc c'est la fonction publique territoriale et donc c'est les cadres de la fonction publique territoriale. Exactement. Ok. Exactement. Du coup, t'es maire de Sevran. C'est quoi ta vision de Sevran en fait ? C'est une ville qui est passionnante, attachante, mais qui détient de véritables forces, de véritables dynamiques. La vision que j'ai, que je veux porter de Sevran, c'est pas ma vision personnelle, c'est une vision qui s'est nourrie de discussions, d'échanges avec beaucoup d'amis, de rencontres de gens, même qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi. C'est une ville qui est différente des autres. C'est une ville qui a des particularités. C'est une ville... il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, moi, j'habite plus là, mais je suis toujours Sevranais, je suis toujours ici, on revient sans arrêt. C'est une ville qui a aussi une histoire assez passionnante et qui promet d'ailleurs d'en avoir encore, d'avoir de nouveaux épisodes encore plus intéressants. Voilà, il y a Sevran, c'est une vraie force. Et j'en veux beaucoup à certaines personnes d'avoir gâché l'image de la ville pour des intérêts qui sont complètement égoïstes, quoi, parce que bon, les faits divers, tout ça, en réalité, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a des vrais engagements, il y a des vraies passions, des vrais talents qui sortent de la ville de Sevran. On est toujours de Sevran, même si on part, on a envie de revenir. C'est une ville qui est un vrai... c'est une ville qui est attachante. C'est une ville qui est attachante, mais qui porte aussi les gens pour aller plus loin encore, pour partir et revenir. Voilà. Et en même temps, tu connais le principe du podcast, on se dit aussi les choses. Sevran, c'est aussi une ville difficile ? C'est une ville difficile parce qu'on vit dans une époque compliquée, mais aussi dans une société qui est dure. Hein. Il y a... Oui, on n'est pas dans une bulle. On est au croisement de plein de dynamiques contradictoires et qui font apparaître les stigmates de crise qui sont urbaines, économiques, sociales. La société, elle se fait aussi à Sevran, hein, forcément. Je dirais que c'est encore plus difficile là, parce qu'il y a des enjeux, à la fois de moyens, il y a des vrais enjeux où c'est là que ça se passe, donc il faut répondre à ces dynamiques qui sont porteuses d'espoir pour plus tard, mais avec moins de moyens que les autres. C'est une ville pauvre, Sevran ? C'est une ville qui a connu une désindustrialisation assez rapidement, à partir des années 95-97, la fermeture de Kodak, Westinghouse. C'est une ville qui connaît un taux de pauvreté important dans la population. C'est une ville qui souffre réellement des inégalités territoriales, mais c'est une ville qui est riche des talents de la population, de son tissu associatif, de personnalités, de porte-parole qui permettent d'imaginer, de fabriquer même, plus qu'imaginer, fabriquer dès maintenant un avenir qui se construit au présent. Enfin, je dirais qu'on est dans les contradictions, quoi. Moi, si je suis maire, c'est parce que ça me porte. Hein. Il y a vraiment quelque chose, là, je sens qu'il y a quelque chose qui peut nous amener très loin. Si tu devais résumer ton mandat en 3 priorités, ce seraient lesquelles ? J'avais commencé par affirmer, lorsque j'avais été élu maire en 2018 par le conseil municipal, qu'il fallait redresser les comptes, retrouver nos marges de manœuvre, poser. C'est extrêmement difficile, la question du budget, parce que c'est des choses qui ne se voient pas, et des choses dont on a du mal à apporter toute la complexité dans le débat public. Pourtant, c'est important. C'est le premier élément, c'est le premier acte politique qui est posé pour un conseil, une municipalité. C'est le vote d'un budget. Et je crois que ça, c'est important, c'est de
la crédibilité de notre ville, qu'on a encore les moyens d'agir, qu'on est capable de surmonter beaucoup d'obstacles, de retrouver cette crédibilité avec nos partenaires et surtout face à l'État pour exiger justement cette égalité territoriale. Bon, ça c'était vraiment une des premières priorités qui traverse toute la mandature et à mon avis qui est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant et très mobilisé. Après, c'est la question de la santé est un enjeu majeur. De la santé, lorsqu'on ouvre la mandature sur une crise sanitaire comme la Covid-19 avec la pandémie, ça a été extrêmement important. Et là, il y a un vrai besoin, une vraie urgence à travailler sur la mobilisation de tous les partenaires pour retrouver du lien entre la population, la médecine, l'accessibilité aux services de soins, de santé. Enfin, c'est extrêmement important. On est une ville où il y a 2 hôpitaux. Bon, il y a l'hôpital intercommunal Ballanger, mais il y a aussi, donc qui ne concerne pas que Sevran, il y a l'hôpital René Muret, de la PHP. Il y a un vrai besoin là de voir le lien entre la ville et sur son territoire avec ces 2 hôpitaux, puis aussi avec tout le secteur de la médecine, de l'accès aux soins, de l'aide à domicile. Enfin bon, c'est plein de choses multidimensionnelles, mais là, il y a un vrai enjeu autour de la santé, du service public de la santé, du lien entre la population et la santé. Donc le budget, la santé, et la troisième priorité ? La renaturation de la ville, où moi je pense vraiment qu'à un moment, il y a un vrai enjeu, montrer que Sevran est une ville toujours plus verte, avec son canal, avec le parc de la Poudrie qui est un poumon vert, avec cet enjeu autour du développement de la ville sur les 35 hectares, et toujours avec l'impérieuse nécessité de mettre fin à l'étalement urbain, de faire en sorte que la ville se fasse sur elle-même et qu'on travaille sur le mieux vivre, l'habitat, le logement, mais avec des enjeux de désartificialisation, de végétalisation, de nature, quoi. Ça, c'est les 3 priorités telles qu'on a pu les mettre en œuvre tout au long des différents projets qu'on a portés, dont on reparlera. Je pense à la piscine avec le bassin olympique, je pense aussi au développement du service public dans nos quartiers, mais aussi en particulier de la police municipale avec le développement en son sein d'une brigade verte pour travailler sur cette question-là aussi de la protection de notre environnement en luttant contre différentes pollutions, l'état sauvage. D'accord, donc dans les réalisations dont tu es le plus fier, il y a donc la piscine, le poste de police municipale, la brigade verte. Il y en a d'autres, des réalisations dont tu es fier sur ce mandat ? Oui, alors la piscine, si je peux dire encore un mot sur la piscine. J'ai connu la piscine qui vraiment ne fonctionnait pas bien, qui souffrait même, avec une équipe qui était mal là-dedans. Et puis, bon voilà, c'était une vieille dame, la piscine de Sevran. Ce dont je suis fier, c'est d'avoir... à un moment donné, il y avait un projet de vague de surf artificielle, mais qui, pour équilibrer son modèle économique, avait besoin de construire encore plus de logements, et notamment sur le site de la piscine actuelle. Donc démolir la piscine pour construire du logement, au profit d'un bassin de vagues de surf artificielle. Et là, malgré tout ce qu'on a pu discuter pendant plusieurs années, là il y avait un non-sens. Et je me rappelle encore de ce conseil participatif citoyen qu'on avait mis en place début 2020 jusqu'à 2021, avec des citoyennes, des citoyens qui ensuite restituaient leurs réflexions, leurs travaux auprès du conseil municipal, où là ça a été un moment fort, où ils nous ont dit on veut faire la ville ensemble, on veut la faire, mais avec une boussole, et surtout une conscience que notre monde est limité, et il faut faire attention à ne pas gâcher notre patrimoine, et arrêter de tout dézinguer, quoi. Enfin voilà, de refonder tout le projet qui avait été créé autour de cette vague de surf. Et là, on a porté notre candidature pour l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, et on a eu ce bassin olympique. Et là, je vois se réaliser très très concrètement un projet de refaire la piscine sur la piscine, de la rendre encore plus belle qu'elle était avant, mais tout en gardant les fondations, et avec en plus cet héritage, et de faire partie de cette aventure olympique
qui a été porté par Paris en 2024, mais aussi la Seine-Saint-Denis, de faire partie de l'aventure olympique et paralympique. Et on est encore dans l'histoire de ces Jeux, et on fait encore la société aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est donc quelque chose dont je suis vraiment fier. Après, il y a autre chose, c'est bientôt l'arrivée des deux gares du Grand Paris, à Sevran-Livry et à Sevran-Bedotte. Et là, on est en train de travailler et en concertation, et avec toujours des enjeux pour les habitantes et les habitants, mais d'avoir plus de débats, d'avoir plus le pouvoir de décider, et c'est normal. Mais on est en train de travailler sur les enjeux de centralité, faire que la ville Sevran soit une ville de destination, mais donc avec ses habitants, et avec leur projet d'y vivre, et de ne pas voir non plus dénaturer des choses. Donc la gare de Sevran-Livry, elle est connectée à son centre-ville, qui a des allures de centre-ville, un petit peu de province, mais c'est attachant, avec la démolition de l'ancien commissariat qui permet de dégager une perspective sur l'église, et de rattacher la place Gaston-Bussière à une esplanade devant l'église, et on redécouvre tout ce petit quartier. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes qui me parlaient en se promenant dans les alentours, et me disaient, on découvre notre ville. C'est quand même assez incroyable. On redécouvre notre ville. C'est vraiment... c'est assez passionnant. Et donc, on est en train de travailler sur le remodelage, la revitalisation de notre centre-ville, mais en connexion totale avec les autres quartiers, qui fait tout son sens. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est vraiment intéressant. Mais bien sûr, c'est pas fini, et il faut y travailler de manière très fine avec tout le monde. Et puis sur la gare de Sevran-Bedotte, c'est tout le lien qu'on peut construire avec l'Arc Nord, le quartier des anciennes Bedottes, des nouvelles Bedottes, et puis le quartier Pont-Blanc, et surtout l'hôpital, l'intégration, la liaison nécessaire entre l'hôpital Ballanger et la ville. Et là, on est séparés depuis trop longtemps par une plaque de béton, le parking de 17 hectares du centre commercial Beaucevron et Carrefour, qui sépare physiquement, qui tourne le dos à la ville, et qui sépare la ville de l'hôpital dont je parlais tout à l'heure. Enfin voilà, il y a là quelque chose, il faut reconstruire. La ville ne peut pas se construire par plaque, quoi, par segment. Il faut la faire vivre, il faut la fluidifier dans les parcours des uns et des autres, et puis dans les connexions de services, des fonctions. Je le dis pour les auditeurs, bon, tu as l'air hyper passionné, parce que effectivement, je vois quand tu réponds, je vois moi ta gestuelle, etc. Tu es un maire passionné, déjà c'est une question, est-ce que tu es passionné par ce rôle, par ce que tu fais au quotidien? Et puis ça m'amène à une autre question aussi qui est dépendante, c'est quoi le style Blanchet? Mon style, c'est d'avoir envie de créer du collectif. J'ai une responsabilité, et je l'assume de manière collective. Ce qui me rend fort, c'est que je ne suis pas tout seul. Sinon, ça ne marcherait pas. Prendre des décisions seul dans son coin, et envers et contre tout, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Et là, c'est vraiment sentir un cadre collectif, et qui donne de la force, et qui donne cette boussole, justement. Après, il faut être patient, il faut être modeste, mais déterminé, il faut être exigeant, mais aussi savoir créer le rapport de force quand c'est nécessaire, pour pouvoir obtenir des améliorations, et voire même le droit à la ville pour nous, habitants Sevran, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, encore une fois, je le dis. Le style, c'est d'avoir envie d'une gouvernance beaucoup plus transparente, démocratique, et qui soit en discussion. C'est le goût de la discussion, mais pas la polémique pour polémiquer. La discussion pour enrichir les décisions, pour nous assurer... moi, je crois beaucoup à une ville qui se construit avec ses habitants. Il ne peut pas y avoir un projet urbain et qui soit contre les envies, les aspirations de ses habitants. Les projets hors sol qui se construisent comme ça,
et qui tournent le dos à la vie concrète de ses habitants, ça ne fonctionne pas. Alors après, il faut arriver à lier le temps court du quotidien, mais réel, ce qu'on vit là aujourd'hui, maintenant, et le temps plus long du projet ou des projets, et faire en sorte qu'il y ait une véritable adhésion entre ce moment-là qu'on vit concrètement et puis le chemin qu'on doit parcourir pour faire évoluer la ville, mais encore une fois, avec l'avis favorable, positif de ses habitants. Moi, je crois par exemple qu'il n'y a pas une décision qui peut être prise pour orienter un projet sans qu'on puisse avoir des marges de manœuvre pour le faire évoluer avec la participation des habitants. Enfin voilà, on ne peut pas dire ah c'est comme ça maintenant il faut le faire, sinon c'est les autres qui vont décider à notre place. On n'est pas maire tout seul quoi. On n'est pas maire tout seul, on a un conseil municipal, mais on a aussi des réunions publiques, on a aussi le monde associatif, le monde syndical, le monde sportif, le monde de la culture, enfin puis tout simplement les habitants dans chaque rue, dans chaque quartier, dans chaque qui doivent pouvoir donner un sens, un rythme à ce qu'on fait. Et c'est dur de mobiliser les habitants? Pas quand on trouve le bon lien. Il y a vraiment des choses qu'on a pu faire ensemble avec les habitants, où les habitants sont mobilisés, voire même veulent prendre les devants de la mobilisation. Il faut toujours se poser la question de comment on a bien communiqué, comment on a bien travaillé sur le lien qu'on a. Et je pense qu'il faut toujours se remettre en question et même entendre. Il y a des fois où, par exemple, la fermeture de Carrefour, pour remplacer ce magasin par une nouvelle enseigne Atacadao, elle nous avait été présentée en catimini dans mon bureau par des gens certainement très compétents et plus intelligents que nous, parce qu'ils sont dans des hautes écoles d'ingénieur et tout ça, mais ils ne comprenaient rien à la vraie vie qu'on a quoi. Enfin, ils tournaient le dos à toutes les aspirations, à tous les projets qu'on porte avec cet enjeu de mobilité autour de la ligne 16 et des gares du Grand Paris Express, avec tous ces enjeux de liaison entre l'hôpital, la ville. Enfin, ils allaient nous faire quelque chose qui ressemblerait à n'importe quoi. Et ça, bon, il y a des gens qui ne savent pas écouter. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on se retrouve au cœur d'un débat dans une réunion publique et qu'on est secoué par plein d'interventions différentes, contradictoires, voire même intempestives, fortes, énergiques, qu'on est en difficulté. Au contraire, toutes ces paroles multiples, plurielles, elles font la parole de Sevran et ça donne de la force, quoi. Moi, j'ai trouvé une forte mobilisation contre le projet Atacadao. Et là, les habitants étaient en rendez-vous et ils ont fait plier. Et ça nous permet même encore de construire l'avenir pour cette bonne partie de la ville qui fait vraiment Sevran, parce que c'est quand même une deuxième centralité à cet endroit-là de notre territoire. Après, il faut trouver des moyens. On ne doit pas se donner rendez-vous seulement sur des temps forts. On doit trouver des moyens de faire parler les gens, et pas seulement de les faire parler ou de les écouter, mais même comment on les fait agir, comment on les fait décider. Ça, c'est intéressant. La démocratie locale, comment on construit des rapports de discussion, mais aussi de décision avec les jeunes, les moins jeunes, les habitants qui font la vie, et comment on arrive à transmettre et à aller du quotidien au long terme. C'est toujours un ouvrage à remettre sur l'établi. Ouais, je cherchais la bonne expression, là, je ne la trouvais pas. J'allais dire la table, mais c'est pas bon. Alors justement, tu parles des habitants. Donc moi, j'ai été à la rencontre de plusieurs habitants, et j'ai donc une première question d'un jeune. Je te laisse la découvrir. Bonjour Monsieur Blanchet, je m'appelle Christian Mingot, je suis sevranais depuis ma naissance et je suis maintenant étudiant à HEC Paris. La thématique de l'éducation est quelque chose qui me touche particulièrement. Je me demandais quelles sont les initiatives déjà existantes et celles que vous comptiez mettre en place afin de promouvoir l'égalité des chances dans notre ville, de l'école primaire jusqu'au bac. Merci beaucoup. C'est une excellente question, c'est une question même d'exigence, parce qu'elle nous concerne toutes et tous, et pas seulement plus jeunes, mais tout au long de notre vie. Je crois vraiment que pour notre ville, pour Sevran, nous mettons les moyens
pour que l'école soit accessible, soit digne pour tout le monde. On a des travaux de maintenance, on a des travaux de rénovation sur notre patrimoine scolaire qu'on engage chaque année. Et on a fait par exemple certaines cours Oasis, on a végétalisé des cours. Donc là tu parles des écoles maternelles et élémentaires du coup. Oui, des cours Oasis végétalisés dans les écoles maternelles et élémentaires pour faire en sorte que ces groupes scolaires soient plus accueillants, plus satisfaisants pour accompagner les enfants dans les cours et aussi évidemment tout le personnel enseignant. Donc là, il y a une vraie exigence et ça fait partie de l'obligation de la commune d'entretenir ce patrimoine scolaire, voire même d'y investir massivement pour faire en sorte qu'on ait des écoles dignes de ce nom. Après, il y a, plutôt dans le même temps, il y a toute une palette d'offres culturelles, sportives, artistiques, que nous devons, même si ça ne fait pas partie des obligations, des compétences obligatoires d'une collectivité, mais de mettre en place, de développer, parce que ça fait partie de l'épanouissement, de la richesse personnelle de chacune, de chacun, de pouvoir pratiquer un instrument de musique, de pouvoir découvrir l'art, la littérature. Donc on a tout un réseau de bibliothèques qui est dynamique, qui accueille, qui offre des lectures, qui permettent de se rencontrer, d'ouvrir chacun aux autres, à la culture. Enfin voilà, c'est extrêmement important. On a des événements comme le Festival des rêveurs éveillés, on a l'atelier Poulbeau, on a le conservatoire qui conjugue à la fois l'accessibilité à plusieurs pratiques artistiques, mais avec l'excellence. Enfin, c'est vraiment... moi, j'ai passé des moments très précieux et très agréables dans celui-là, mais comme plein de Sevranaises et de Sevranais. Enfin, voilà, il y a énormément d'actions, de dispositifs qu'on met en place pour que l'éducation soit un mot qui recouvre une densité de pratiques, de projets qui facilitent, qui favorisent l'épanouissement de toutes et tous. Après, il y a aussi le partenariat qu'on a mis en place avec l'université Gustave Eiffel et avec l'université participative Interage, qui est fréquentée par beaucoup de nos seniors. Mais on a là un vrai enjeu de lien étroit avec le monde de l'université, au travers de la création d'un observatoire de la jeunesse, au travers d'études, de collaboratifs sur les différents projets urbains qu'on met en place, parce que voilà, le monde de la recherche universitaire, il doit être aussi lié au monde de la collectivité, des élus. On doit à la fois être dans l'action, mais aussi dans la réflexion sur l'action. Donc il y a vraiment des liens intéressants qu'on est en train de mettre en place. Et je crois que Sevran, comme ville de destination, avec la INSEAD, on va être évidemment à même pas 10 minutes de l'université Gustave Eiffel, à Champs-sur-Marne, et depuis Sevran. Et là, il y a vraiment des débouchés qui sont intéressants. Il faut déjà les travailler, les anticiper. Et après, j'aspire à ce qu'on puisse développer des choses ici même sur notre territoire communal. Par exemple, je porte toujours l'ambition, la volonté, la détermination de travailler avec le monde de l'université par rapport au sport. Un bassin olympique dans notre piscine à Sevran, dans notre nouveau centre aquatique, c'est aussi la possibilité de développer dans cette structure, sur Sevran, une filière STAPS, quoi, pour porter les championnes et les champions de demain, pour porter des métiers autour du sport. Et là, il y a quelque chose, il y a un gisement de talents, de compétences qu'il est intéressant d'aider à épanouir. Et avec un vrai levier qui est l'héritage olympique avec notre centre aquatique. Voilà, il y a plein d'axes qui doivent être structurants pour le développement de la ville et qui font que l'éducation est au cœur de notre projet de ville. Justement, tu parlais de métier, moi ça me fait penser aux questions d'insertion professionnelle. Comment on fait quand on est maire pour favoriser l'insertion professionnelle ? On a un vrai enjeu par rapport à l'emploi, c'est une bataille quotidienne pour faciliter l'accès à des formations et à des emplois. Deux axes.
au moins, il y en a évidemment d'autres, mais au moins c'est d'abord faciliter le lien entre la ville et les entreprises qui produisent des offres d'emploi au travers de la mission locale et de compétences emploi, au travers de tous ces personnels et partenaires qui travaillent ensemble pour accompagner les jeunes, mais aussi les moins jeunes, dans leur formation, dans la découverte de débouchés professionnels qui leur soient accessibles. Moi, je crois que Sevran, on a aussi, là c'est le deuxième axe, on a aussi un intérêt. C'était une ville industrielle. C'était une ville qui était considérée comme riche sur le territoire, avec Kodak et Westinghouse. Il y avait de l'emploi. Et je crois qu'on a intérêt, avec l'urgence climatique, écologique, les enjeux autour de la transition écologique, à porter aussi l'innovation autour de nouveaux métiers, de nouvelles filières d'emploi. Et c'est aussi à ce rang que ça se passe. On a beaucoup porté, et on continuera à le faire, le projet de la fabrique de briques en terre crue. Le terme a été connu, reconnu par plein de gens, mais là il y a un vrai enjeu de société et même de civilisation par rapport à ce qui se passe au niveau de la dégradation du climat. On a intérêt à trouver d'autres modes de fabrication, de construction de nos habitats. Donc à Sevran, il y avait une usine de création de briques en terre crue, c'est ça que tu dis? C'est ça, c'était une filière artisanale pour fabriquer des briques en terre crue, mais là on est en train avec d'autres partenaires économiques, industriels, on a besoin de ces entrepreneurs-là, on est en train de travailler sur d'autres matériaux. Il n'y a pas que la brique, quoi. Il faut travailler sur d'autres matériaux. Donc l'entreprise, elle existe toujours, parce qu'à un moment, elle avait fermé. Il y avait une liquidation judiciaire qui a été prononcée par le tribunal de commerce, pour aller vite et faire simple, parce qu'il y avait un manque de débouchés économiques sur le marché. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour nous de voir enfin les pouvoirs publics se saisir de cette question-là et arrêter de privilégier le béton, pour faire simple, mais c'est direct comme ça, et au contraire faciliter d'autres filières artisanales ou industrielles qui sont autour de la terre crue, d'autres matériaux biosourcés, le bois, etc. Et donc là, nous, à Sevran, au cœur de Sevran, c'est quand même le seul projet de ce type-là au cœur du territoire de Paris-Terre d'Envol. Et là, il y a un vrai atout, une vraie richesse dont tout le monde sait qu'on doit pouvoir se saisir. C'est à la fois l'innovation, c'est une source d'emploi, c'est une nouvelle filière, enfin c'est un nouveau marché. Il faut le soutenir, il faut le développer. Tout le monde le sait. C'est là que ça se passe, c'est à Sevran. Tu as dit beaucoup de choses. Juste, tu peux préciser, parce que tu as parlé de Paris-Terre d'Envol, qu'on se comprenne bien. C'est quoi Paris-Terre d'Envol? Paris-Terre d'Envol, c'est un établissement public territorial. Donc ça regroupe 8 communes. 8 communes, Duny, Le Blanc-Ménil, Tremblay, Sevran, Villepinte, Aulnay-sous-Bois se regroupent, j'espère que j'en ai oublié aucune, Le Bourget. Et on avait là, oui, parce que Paris-Terre d'Envol, parce qu'on a là un territoire qui est structuré autour de 2 pôles aéroportuaires, Le Bourget et Roissy. Alors, autre question, parce que tu parlais donc des briques en terre crue, tu parlais qu'il fallait effectivement d'autres matériaux biosourcés pour lutter contre le béton. Automatiquement, ça me fait penser à la question du logement, de l'urbanisme. Comment ça se passe? Tu réponds quoi à ceux et celles qui trouvent que dans nos villes, on bétonne trop? Alors, sur la ville de Sevran, rien que sur la ville de Sevran, 8500 demandeurs de logement qui sont sur liste d'attente depuis longtemps et souvent trop longtemps. Bon, voilà. Il y a une vraie bombe sociale de l'accès au logement qui a été décrite pour de nombreux territoires aujourd'hui en France. Ça va être très très compliqué. On a besoin de travailler sur des vraies politiques du logement, mais au niveau national, pour les parcours résidentiels, qui soient accessibles pour tout le monde. Pour Sevran, moi je crois que par rapport au projet de ville, comment vit notre ville au quotidien, elle doit conserver ses caractéristiques, une ville verte, une ville ancrée dans la nature, et elle ne doit pas être dépossédée de son destin avec des convoitises de promoteurs immobiliers qui maîtrisent tout le foncier. Il y a des vrais enjeux autour de ça. Il faut mettre fin à l'étalement urbain, le limiter, mais mettre fin à l'étalement urbain parce que c'est ce grignotage en permanence et c'est compliqué.
pas qu'à Sevran, mais il faut le faire là à Sevran. Et pour ça, il y a le développement de ces nouvelles filières par rapport à la construction, comme j'en parlais là. Donc pas de place, moins de place, encore moins de place au béton. Mais il y a aussi l'enjeu de favoriser le développement urbain sur des centralités comme les pôles gares ou les entrées de ville, et faire en sorte qu'on conserve des espaces naturels, voire même on les développe sur la ville. On peut faire de la ville avec en son cœur des vrais axes de renaturation, voire d'épanouissement de la nature en pleine ville. Voilà. Ça, c'est certain, j'y crois, et les élus, et avec les associations d'habitants, ils travaillent depuis plus d'une décennie sur notre commune, avec par exemple des expériences comme les jardins partagés, mais enfin, il y a bien plus encore à faire. Moi, je crois à une ville qui soit en équilibre sur ces questions-là, entre la nature et l'urbain. Et par rapport à l'accès au logement et à l'habitat, il y a un vrai enjeu de lier les bailleurs à leur patrimoine, à leur devoir de l'entretenir, de le développer, et pour ça, d'avoir un rapport direct avec les habitants, constituant des amicales locataires, qui travaillent sur l'aménagement des pieds d'immeubles, qui travaillent sur les questions d'habitat digne. Enfin voilà, on voit trop ensemble des locataires qui sont complètement désespérés parce qu'ils n'ont pas de contact, ils n'arrivent pas à avoir de lien. Il faut que la ville fasse l'intermédiaire, mais un intermédiaire exigeant auprès du bailleur pour qu'il résolve des problématiques qui sont absolument... Les bailleurs sociaux, ils répondent pas assez à leurs obligations, pour toi ? Pour moi, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup trop de plaintes qui n'ont pas de réponse. Non, il faut vraiment taper du poing sur la table, mais voire même aller plus loin. Par contre, il faut le faire sans démagogie. Les bailleurs ont une vraie mission sociale. Ils sont des acteurs de la ville. Ils ont des obligations. Il ne faut pas qu'ils les perdent de vue. Pour ça, il faut se constituer en amicale locataire. Il faut travailler ensemble. Par contre, ils doivent respecter, oui, leurs engagements par rapport à leurs locataires, mais par rapport même y compris à la ville. Et voilà, il faut qu'ils entretiennent leur patrimoine. Quand il y a une défaillance d'un bailleur, il faut absolument... On a déjà tiré la sonnette d'alarme. Je pense à certains patrimoines. Il y a un abandon manifeste et qui est absolument scandaleux. Là-dessus, il faut rien lâcher. Et il faut faire prendre ses responsabilités à tout le monde. La ville les prend, mais il faut aussi que l'État et le bailleur en question les prennent. Donc exigence, mais quand c'est nécessaire, s'il faut du rapport de force, quoi. On ne recule pas et il faut le faire de manière soudée, rassemblée, et avec des objectifs clairs. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est un combat, une mobilisation de longue haleine. Et il y a eu déjà des réussites et des victoires. Pas qu'on perde de vue l'intérêt de se rassembler, d'être mobilisés ensemble. On écoute une autre habitante qui avait une question aussi à te poser. La question que je peux poser, je trouve que le maire fait déjà beaucoup. Hein. Ça, je peux le dire. Pour la ville de Sevran, il fait déjà beaucoup. Mais la question que je peux poser, comment il compte faire pour améliorer surtout le quartier des... Vous savez, le hall Mandela, au niveau de la pharmacie. Comment il compte faire pour améliorer ça et qu'il n'y ait pas tout le temps des vendeurs qui nous embêtent quand on descend du train, quand on va à la maison. La question concrète, c'est sur la Halle Mandela. Il se passe quoi et qu'est-ce que la mairie fait? Qu'est-ce que tu fais en tant que maire sur cette question? Alors la Halle Mandela est un carrefour qui permet à des milliers et des milliers de personnes de se croiser chaque jour pour prendre le RER. Et bientôt demain, ça sera le métro avec le Grand Paris Express. C'est aussi une des portes d'entrée vers la rue Promenade qui se trouve dans le centre commercial Beau-Sevran. Enfin voilà, on a énormément de prétextes, d'usage pour la traverser. Entre le moment où je l'ai connu quand j'avais un peu moins de 20 ans et maintenant, il s'en est passé des choses, mais voire pire, hein, ça s'est constamment dégradé. La structure, la Halle Mandela, c'est
pas une place publique, c'est une multipropriété, déjà pour commencer, sur le statut juridique. Et puis surtout, c'est une structure, un bâtiment qui souffre de vétusté, de manque de plus en plus flagrant d'étanchéité, qui, s'il n'est pas entretenu, et c'est extrêmement difficile, peut devenir extrêmement sale, énormément de déchets, voilà. Et puis avec des détournements d'usage qui sont flagrants, et on voit des commerces illicites se développer, de la vente à la sauvette, dont Madame parlait et évoquait les désagréments que ça peut produire. Bon, en 2019, on avait décidé de reprendre possession, parce que c'est vraiment de reprendre possession de la place Mandela en y mettant des pots de fleurs, des pots de plantes, et en occupant les lieux, quoi. Et l'enjeu, c'était de faire en sorte que le marché à la sauvette qui s'était développé là, mais vraiment un marché très dense, soit repoussé à l'extérieur, quoi. Bon, ça a fonctionné dans un premier temps. Les équipements de services publics comme la bibliothèque, mais aussi la poste, ont pu respirer à nouveau, ont pu accueillir à nouveau leurs usagers, parce que la bibliothèque, par exemple, avait perdu 30% de lectrices et de lecteurs, quand même. Hein. On n'y allait plus à la bibliothèque. Il y avait des gens qui dormaient en travers de la porte d'entrée de cet équipement. Enfin, voilà, et c'était très compliqué. On a pu enfin respirer, mais la rue Raoul-Dautry s'est à nouveau trouvée occupée en permanence. Donc la rue qui est extérieure à la halle Mandela, qui est extérieure à la halle Mandela, qui sépare la halle Mandela du centre commercial Beauceron et qui mène en direction du carrefour, du rond-point qui sépare la Sevran d'Aulnay, et vers un peu plus haut, vers la droite, il y a l'hôpital Robert Ballanger. Bon, voilà, tout le monde l'a vu, tout le monde s'en souvient encore. Il y a eu énormément de gens qui étaient massés sur le trottoir tout le long de cette rue Raoul-Dautry, avec des interventions de la police nationale et de la police municipale, mais qui ne servaient à rien, parce que les voitures de police arrivaient, tout le monde partait, et puis après, une fois les policiers partis sur d'autres missions, ce marché de vente à la sauvette, de la misère, se rassemblait de nouveau, et voilà. Il faut quand même se rappeler qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants qu'on retrouvait au milieu de leurs parents. Il y avait beaucoup c'est pas de la vente à la sauvette avec des vêtements comme ça qu'on vendait. Il y avait aussi de la vente de médicaments. Enfin, il y avait des choses assez étranges. Il y avait des choses pas nettes qui s'y déroulaient, très clairement. Et puis surtout, il y avait une exploitation de la misère par certaines personnes. Je me rappelle que la police nationale avait fait des investigations, il avait saisi 7 000 € en liquide sur un individu qui, en fait, faisait le placier, quoi, sur ce marché de la misère complètement illégal. Et en plus, après l'avoir amené à son domicile, en faisant une perquisition chez lui, ils avaient retrouvé à nouveau plusieurs milliers d'euros en liquide qui se trouvaient là. Donc ça rapportait. Donc il y avait à la fois une oppression, une exploitation de la misère, et puis il y avait un trottoir qui ne pouvait plus être traversé par des usages normaux, et puis il y avait énormément de saleté, de déchets qui étaient abandonnés là, et qu'on était contraint de ramasser, mais à perte, parce que tous les jours ça recommençait. Donc on y a mis fin également, avec des travaux assez utiles et précieux, malgré tout, malgré les critiques, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette occupation sur la rue Raoul-Dautry. Par contre, ça s'était à nouveau reconcentré sur plus loin, quoi, sur la départementale, le boulevard qui sépare Sevran et Aulnay-sous-Bois. Et là, avec un partenariat très constructif, mais parce qu'on a été très exigeants, le préfet et le procureur de la République eux-mêmes s'étaient rendus au commissariat de Sevran, dans les locaux, et nous avaient rencontrés, moi comme maire, avec mon collègue Ludovic Jacquard, qui est adjoint à la tranquillité publique, et on avait posé un constat, et on avait dégagé des orientations et des pistes pour faire en sorte que ça cesse tout ça. Je trouve que les effets, les objectifs ont été
plutôt atteint. Alors sur la halle Mandela elle-même, pardon, pour revenir, pour pas se Non, mais perdre. c'est complexe en fait, c'est ce que C'est tu expliques, extrêmement c'est très complexe. compliqué finalement. Pour revenir sur la halle Mandela, il y a aujourd'hui un vrai enjeu, mais qui remonte à plusieurs années en arrière, de mobilisation de financement de la part de l'ANRU, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, pour pouvoir démolir cette structure, ce bâtiment qui peut devenir compliqué quoi, à gérer, à entretenir, voire peut devenir dangereux. Donc on a intérêt à faire revivre un nouveau quartier de gare avec cet objectif d'une nouvelle centralité, avec le RERB, la gare SNCF qu'on connaît aujourd'hui, mais connecté au futur métro du Grand Paris Express. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on retravaille avec beaucoup plus d'espaces verts, de circulation, de promenade, de stationnement, mais aussi de services, de commerce qui pourront animer un quartier, un nouveau quartier de gare. Et c'est ça l'enjeu du Grand Paris Express. C'est pas seulement faire du transport, c'est être un vrai levier pour changer la ville, pour refaire de l'aménagement sur un lieu qui devient vraiment un obstacle à l'épanouissement quoi, de la ville elle-même. Parce que aujourd'hui, traverser la halle Mandela, c'est compliqué. Ça donne pas envie, quoi. Enfin, Mais donc du coup, si je comprends bien, donc la halle Mandela, donc l'idée c'est que dans le projet de rénovation urbaine, c'est que ça va être cassé. Donc ça m'amène à deux questions. Ça symbolise aussi du coup l'évolution du quartier des Bedottes avec l'ANRU, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ma question c'est, parce que bon, on se dit tout dans ce podcast, il y a quand même une polémique autour des commerçants. Casser la halle Mandela, c'est faire disparaître les commerces qui sont dans la halle Mandela. Comment ça se passe ça ? En fait, l'enjeu, c'est de pouvoir sortir du métro, qui sera connecté au RERB, mais sortir avec un aménagement qui permette la liaison entre la ville et l'hôpital. Voilà, il faut arriver à faire ce quartier de gare. Aujourd'hui, la polémique, mais qui doit s'exprimer aussi dans le cadre de l'enquête publique, tout le monde a droit à la parole et à apporter des contributions, elle existe parce que, comme tous les projets, lorsqu'on arrive au bout d'une décennie presque à du concret enfin, eh bien, il y a encore je dirais pas des résistances, mais des inquiétudes, des attentes qu'on apporte des réponses très concrètes à des problèmes du moment, quoi. Bon, concrètement, les commerçants, dont certains ne sont pas d'ailleurs propriétaires de leurs locaux et leurs fonds de commerce, qui sont des locataires eux-mêmes, aujourd'hui, se pose la question de leur devenir, du devenir de leur activité. Ça dépend aussi du travail qu'on mène ensemble pour faire revivre une nouvelle place dans un nouveau quartier de gare. Il faut qu'on travaille dès maintenant ensemble. On travaille ensemble. L'enjeu, c'est de faire un quartier de gare avec, contrairement à ce qui est dit, on ne va pas faire du béton et on ne va pas faire que du logement. Faire de la ville, c'est pas faire que... Il n'y a pas de ville dortoir. C'est une ville avec des services, des commerces, de l'activité. Donc voilà, on est dans un moment où on va enfin décider, prendre les choses en main pour faire de la ville. Aujourd'hui, très sincèrement, je sais très bien qu'on ne peut pas continuer comme ça sur la halle Mandela. Il y a quelque chose là qui ne pourra pas continuer, se poursuivre. C'est irresponsable aujourd'hui. Il y a des enjeux de sécurité. Ça me fait poser une question sur la sécurité. Comment on trouve l'équilibre entre sécurité, prévention, lien social ? Vraiment important, effectivement, de lier tous ces termes et de le faire avec des moyens et des vraies stratégies. Moi, je crois beaucoup au contrôle et à l'évaluation démocratique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la sécurité tout seul, avec seulement des services spécialisés. Ça concerne tout le monde. Donc on doit pouvoir débattre de ça et surtout agir ensemble. Moi, je crois à la médiation de proximité, mais avec des professionnels, avec des formations et avec des évolutions de carrière. Je ne crois pas à la politique des grands frères. La médiation, c'est dense, c'est complexe, ça se travaille, ça se réfléchit, on est formé et on doit être soutenu. Moi, je crois qu'à un moment donné, les bailleurs qui sont des acteurs de la ville, avec leur patrimoine,
il faut qu'on arrive à les mettre autour de la table. Je les interpelle souvent là-dessus, avec toi, pour leur parler de projets qu'on veut porter ensemble, mais je pense même à l'échelle du territoire, pour faire de la médiation, des équipes de médiation, de jour, de nuit, et travailler sur les espaces communs, résidentiels, travailler avec les habitants qui connaissent bien, et puis nous retrouver avec des vrais rapports qualitatifs entre des équipes quoi, de médiation et les locataires, quoi, travailler sur le cadre de vie au quotidien. Ça, j'y crois beaucoup. Je crois aussi, à un moment donné, à un service de police municipale que nous avons contribué à développer. Trop longtemps, on avait 2 policiers municipaux qui n'agissaient pas concrètement, toujours avec tous les moyens adéquats sur le terrain, qui se trouvaient un peu en difficulté. C'était pas... bon voilà, ils ont tenu bon, mais c'était un peu limite quoi, quand même. Donc aujourd'hui, recruter des policiers municipaux, d'ailleurs à l'image de la ville, au nombre de 25, et puis surtout les installer sur un nouvel équipement en plein centre-ville, c'est une vraie reconnaissance et c'est un vrai enjeu pour notre Ça a été un sujet, leur armement des policiers municipaux? Ah bien sûr, oui. Un vrai sujet, oui. Un vrai sujet pour tout le monde. Pour moi, c'est une vraie décision. J'ai voulu l'adosser à des réflexions collectives, mais j'ai assumé ma responsabilité comme maire de décider l'armement, et je n'y reviendrai pas. Mais par contre, je pense qu'il faut toujours être vigilant, il faut toujours regarder comment ça se passe. Il y a des vraies règles d'encadrement sur l'armement des policiers municipaux. Ils sont formés pour utiliser leurs armes, ils doivent rendre compte à chaque fois qu'il y a une utilisation. Et en fait, leurs armes, elles doivent être rangées, après contrôle, enfin, il n'y a pas de... C'est tout un process quoi, qui est sécurisant. Et là-dessus, depuis qu'on a pris la décision de l'armement, la preuve que ça a été une décision efficace, c'est que pertinente, c'est qu'elle a favorisé le recrutement de policiers municipaux. On peinait à recruter. Et le recrutement de nouveaux policières et policiers municipaux, ça nous a permis de développer un service avec un vrai projet, des vraies orientations. Ce qui veut dire quand même que la police municipale de proximité, sur laquelle nous travaillons ensemble, pour faire en sorte qu'elle se développe, qu'elle soit utile à la ville et à ses habitants, ne retire rien à la justesse de notre mobilisation. Parallèlement à ça, on a aussi un commissariat de police nationale, mais qui n'est pas de plein exercice, et dont la revendication auprès de l'État, auprès du ministre de l'Intérieur, nous l'avons portée depuis des années, mais je continue moi aussi à la porter, et avec mes collègues élus. Et je pense que c'est une nécessité pour un bassin de vie comme celui de Sevran, 2 hôpitaux, un centre commercial, avec combien d'habitants, Sevran ? 51 000 habitants. Un futur centre aquatique avec l'enjeu de ville de destination, 2 gares du Grand Paris Express, connectées à 2 gares RER. Enfin, on voit les flux, les usages, le bassin de vie que ça représente Sevran, que ça représentera encore plus. Et tout ça ne peut pas se faire, évidemment. Et puis, on sait aussi, comme on peut se dire tout, on sait aussi un vrai poison qui est le trafic. Très clairement, c'est des enjeux nationaux, de police nationale, de police judiciaire qui doivent être mobilisés pour démanteler des trafics. Pas seulement des points de deal en pied d'immeuble, ça c'est important, mais aussi le réseau de blanchiment, etc., et qui n'a pas de limite communale, qui n'a pas de frontières, enfin, qui prospère partout, depuis Le Havre jusqu'à Marseille. Et puis ce qui est dramatique, c'est que ça fait des morts. Mais l'acte d'autorité de la puissance publique, c'est décider enfin d'ouvrir un commissariat de plein exercice. Je parlais tout à l'heure, en lien avec la police municipale, de la brigade verte. Ça me fait penser à toutes les questions qu'on a aussi et que j'ai pas mal eues sur la propreté, le cadre de vie. Il y a beaucoup d'habitants qui nous parlent de la propreté des rues. Déjà, qu'est-ce que la mairie a fait concrètement à ce sujet-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer par rapport à ça sur cette question quand même assez importante ? C'est un combat permanent, quotidien, et il ne faut jamais baisser les bras. Juste avant de poursuivre, une petite anecdote. Je me souviens de l'émoi, de l'émotion qu'on pouvait ressentir lorsqu'on a vu pendant la crise sanitaire 2020, à un moment donné, il y avait un enjeu de distribution de masques, parce que c'était devenu une denrée rare,
Et on avait enfin pu débloquer des stocks de masques, etc., et même les fabriquer et les distribuer. Mais quelle honte, quel scandale quand les uns et les autres, on avait trouvé sur le trottoir, abandonné des masques périmés, quoi. Enfin, il y a un moment, ça nous concerne tous, la propreté. Il y a un moment, il faut arrêter de balancer des choses par terre, les abandonner, oh, mais c'est pas grave, ça sera ramassé, ou même j'en fiche, quoi. Enfin, voilà. Bon, évidemment, ça, c'est des comportements anormaux et qui sont marginaux, mais c'est ça qu'on voit, quoi, régulièrement. Le nombre de canettes, de bouteilles d'alcool que je retrouve sur les berges du canal, abandonnées, enfin voilà, qui salissent les lieux, quoi. C'est vraiment dommage et ça nous met en colère. Alors, on a des services de la propreté quotidienne qui travaillent, qui ramassent les poubelles dans nos parcs, dans les espaces publics. On a beaucoup de choses qui sont faites en coordination avec cette brigade verte qui est active pour repérer non seulement les lieux où il y a des tas sauvages, mais même les auteurs de ces tas sauvages. Ce qu'on ne sait pas, parce qu'on devrait communiquer davantage pour moi, mais c'est qu'on a réussi à sanctionner des personnes qui déposaient des tas sauvages, soit des gens comme ça, qui habitaient là en riverain, soit des petites entreprises artisanales et qui balançaient des stocks de peinture, parpaings, etc. Et on a un service qui est efficace et qui travaille bien. On a aussi tout un déploiement de caméras de vidéoprotection et qui sont aussi orientées sur certains lieux. Donc voilà, on a pu faire développer certaines actions et non plus seulement de prévention, mais de répression, pour faire en sorte qu'à un moment donné, ces comportements vandales, scandaleux, soient sanctionnés. Ça, c'est important. Après, il y a énormément de choses. La propreté, on pourrait parler de la propreté sur le marché. Ah bah tu fais bien de parler du marché, je voulais qu'on en parle. C'est un problème, le marché ? Non, parce que c'est un vrai poumon. C'est un vrai poumon économique, d'activité commerciale. On aime s'y rendre, on aime y faire les courses, et puis il y a plein de gens qui viennent de loin encore pour y aller. Simplement, les jours de marché, il y a à travailler sur la régulation de la circulation, des voitures, des bus, des moyens de transport, mais il y a aussi à travailler sur les lieux, même pour les commerçants, pour faire en sorte qu'on ne soit pas trop tassé, quoi. Donc faciliter la déambulation, qu'elle soit plus agréable entre les stands des commerçants, à la fois à l'extérieur de la halle et à l'intérieur de la halle. Et puis il y a un vrai enjeu de propreté, mais donc tout le monde s'est saisi, des commerçants à la ville et aux nouveaux délégataires là, qui est en train de travailler sur la rénovation de notre bâtiment. Je rappelle là que le bâtiment, la halle du marché forain, est un bâtiment municipal, il appartient à la ville. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de faire enfin les travaux qui n'ont pas eu lieu depuis trop longtemps, de faire les travaux d'aménagement, de réfection, de peinture, de propreté, qui sont nécessaires pour que ce bâtiment soit plus agréable. Il faut le rendre plus attractif, plus visible, plus attractif. On va passer à une question d'une personnalité, parce que j'ai quand même demandé à 2 personnalités qui te connaissent bien de te poser aussi des questions. On écoute la première personnalité. Monsieur le vice-président, cher Stéphane, ensemble, on construit une Seine-Saint-Denis plus résiliente face aux crises et face aux défis qui sont devant nous. Je pense en particulier à celui du vieillissement. Et donc, on doit trouver des solutions concrètes, innovantes, pour permettre à chacune et à chacun de vieillir dignement. Et pour ça, on mise notamment sur la solidarité du territoire, sur son dynamisme, son tissu associatif, parce que justement, on croit à la force des liens sociaux pour répondre à ce défi du vieillissement qui est devant nous. Et donc, cher Stéphane, en tant que maire, que vice-président à l'autonomie, comment on peut permettre justement aux habitants et aux habitants de la Seine-Saint-Denis de bien vivre, de mieux vivre, de bien vieillir chacun dans son quartier et tous ensemble. Et puis j'en profite pour te souhaiter une belle campagne municipale pour les élections de mars 2026.
À bientôt. Une question donc de Stéphane Troussel, Oui. donc le président du département, sur la question du bien vieillir dans nos villes. Je te laisse répondre, hein. Alors, ça me touche profondément évidemment, la question, elle est posée fort justement par un président du conseil départemental qui est très très engagé sur cette question-là. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune, mais c'est un département qui vieillit aussi. Et on connaît déjà le choc démographique qui va survenir et auquel on doit se préparer, on doit l'anticiper. Et là, il y a un enjeu d'égalité territoriale et une exigence d'avoir les mêmes moyens que d'autres départements, d'autres collectivités pour avoir la même politique de bien vieillir. Malgré cela, on travaille déjà en Seine-Saint-Denis avec de l'innovation, avec un schéma autonomie et inclusion qui est à sa deuxième mouture. On travaille sur un nouveau mode d'habitat qui permette aux personnes âgées de vieillir chez elles, mais entourées de services, de proximité, qui permettent de rester à domicile et pas de se retrouver hospitalisées. Enfin voilà, première chose. Et ça, c'est un vrai enjeu de travailler avec des bailleurs sur un territoire de la Seine-Saint-Denis où il y a aussi beaucoup d'opérations. Et puis après, il y a ces tiers-lieux autonomie qui se développent sur le territoire du département et aussi à Sevran, où on a là dans des lieux qui sont portés avec des projets associatifs par plusieurs acteurs. On a des lieux qui sont ouverts à tout le monde, mais avec des vraies dimensions de portage ou du handicap ou d'accompagnement des seniors pour leur activité au quotidien, de prévention de la perte d'autonomie. On est en train de construire la société de demain, en fait, parce que on vieillit plus longtemps, mais on veut continuer à vivre chez soi, on veut avoir des services de proximité, on veut pouvoir s'épanouir dans la vie locale, citoyenne, avoir accès à la culture, pouvoir se déplacer. Et là, il y a des vraies ambitions qui sont portées par le département avec ses services et qui sont relayées par les habitants qui l'utilisent à fond, je dirais. La carte Icaria, par exemple, connaît un vrai succès populaire sur la Seine-Saint-Denis. Et voilà, il fait bon vieillir en Seine-Saint-Denis et à Sevran, dans nos villes. Et ça, c'est parce qu'il y a une politique du département qui est exigeante, qui est ambitieuse et qui prend cet enjeu de société comme un vrai choix. Du coup, ça me fait poser une question parce que là, donc Stéphane Troussel, il t'a posé cette question en tant que maire, mais aussi avec ta casquette de vice-président du département. Oui. Comment tu fais pour lier ton rôle de maire et celui de vice-président ? Quand les deux mandats sont pas du tout concurrentiels, la politique communale, elle doit s'imbriquer, elle doit être soutenue aussi par d'autres politiques à d'autres échelons. Celle du département, elle est précieuse, elle est importante. Moi, je sais que le concours du département pour des projets que nous portons sur la ville de Sevran, il est précieux, il est nécessaire, au même titre que celui de l'établissement public territorial, au même titre que celui de la région. Mais là, on a un vrai enjeu stratégique. Moi, je crois à cette délégation au niveau du département. Bien sûr, il y a d'autres compétences du département qui nous intéressent, comme les collèges, voilà. Et là, il y a un vrai relais entre moi et le département pour nos collèges à Sevran. Merci. Une autre question aussi, celle de la députée Clémentine Autain. Donc, elle a tenu aussi à la fois t'adresser un message et te poser 2 questions. Bonjour Stéphane, d'abord je voudrais te remercier pour avoir remis à flot la municipalité de Sevran et en particulier ses comptes publics parce que ta gestion, la gestion collective de ton équipe, fait que nous pouvons nous projeter aujourd'hui dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'ère de Stéphane Gatignon. Donc pour cela, merci. Et je voudrais te poser une question locale et une question nationale. La question locale, c'est sur le projet des 35 hectares de la plaine Monceleux que tu as souhaité réorienter profondément pour le rendre plus utile au quotidien des Sevranaises et des Sevranais et plus vertueux sur le plan notamment environnemental, mais aussi culturel.
Donc, je veux bien que tu me parles de l'avancée de ce projet et de la façon dont tu as conçu en fait cette réorientation. Ma deuxième question concerne le national, dont tu subis les conséquences de plein fouet, puisque la ville de Sevran reçoit toujours moins d'aide de l'État en raison de choix politiques qui sont conduits notamment par Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. Et donc, ce qui se passe au national a évidemment un impact sur l'activité possible à Sevran, l'action possible à Sevran, mais aussi, comme tu es un homme de gauche, je sais que tu es sensible à la possibilité de dégager un horizon de progrès dans un moment très troublé par la vague internationale néofasciste. Et donc, ma question est vraiment de savoir comment tu perçois la question de l'union des gauches et des écologistes. Est-ce que pour toi, c'est à l'échelle nationale et d'ailleurs aussi à l'échelle locale, une clé pour l'emporter aujourd'hui? Alors, merci Clémentine pour ces mots, et puis ça me permet aussi de saisir la balle au vol. La question du rétablissement des comptes est encore débattue aujourd'hui, elle sera toujours débattue, mais comment ça s'est fait, comment ça se passe encore aujourd'hui? Le paradoxe que nous connaissons, c'est que nous avions donc la Chambre régionale des comptes qui suivait chaque budget, voté ou pas voté d'ailleurs, par la ville de Sevran. À un moment donné, il y a eu il y a quelques années un budget qui a été voté de manière insincère, un budget qui a été voté en déséquilibre, et puis il y a même eu une absence de présentation et de vote de budget. Ça, c'est quand tu étais maire ? Ça, c'était quand Stéphane Gatignon était maire. Et on était enclin à porter un discours sur le budget de combat, il faut se mobiliser, et c'était pour obtenir plus de moyens. Sauf qu'en même temps, on avait le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Et forcément, les rapports étaient rendus publics devant le conseil municipal et étaient très critiques. C'était assez critique. Très clairement, pas d'épargne possible, un taux d'épargne négatif, voilà, un stock de la dette qui était porté à plus de 120 millions d'euros, ça fait beaucoup, quoi, pour une ville comme Sevran. Montrer du doigt, j'ai entendu une expression qui m'avait heurté, Sevran, c'est un panier percé, ça sert à rien d'y mettre des fonds supplémentaires parce qu'en fait, finalement, ça part dans le vide. Tout de même, il y avait un vrai problème de sens de la gestion des comptes publics. Il y a eu des efforts qui ont été faits par notre collectivité dans un contexte extrêmement difficile. Mais heureusement encore, parce que ça aurait été extrêmement compliqué. Un nouveau calendrier budgétaire, une publicité, une transparence des documents. Ça, c'est ce que tu as mis en place, budgétaires, toi. Exactement. Voilà, j'y ai tenu, et j'ai même souhaité que la vice-présidence de la commission finances, qui s'est réunie presque régulièrement, quasiment une fois par mois depuis 2018, j'ai souhaité que cette vice-présidence soit confiée à un élu de l'opposition pour qu'il y ait vraiment une transparence, très clairement. Il a fallu être beaucoup plus rigoureux, il a fallu assumer nos responsabilités, et très clairement, il y a une rupture. Passer d'un ratio de désendettement de 22 ans en 2017 et en 2019, on arrive à 7 ans, corrigé, contrôlé par les services du préfet, avec le préfet lui-même qui me dit « Vous avez un ratio de désendettement de 7 ans maintenant ». Je me dis que là, il y a une vraie rupture. C'est pas possible d'être passé comme ça, de 22 ans à 7 ans, sans qu'il s'est passé quelque chose, sans qu'il soit cassé quelque chose. Qu'il y ait des continuités, certes, mais il y a eu aussi des ruptures. On n'a pas dans la manière de faire, dans la manière de dans la manière d'élaborer le budget et dans la manière de dépenser ce budget. Sur les 35 hectares, sur le devenir des 35 hectares, qui représente une friche anciennement agricole, mais qui a suscité beaucoup de convoitises. Il y a eu un vrai tournant chez le préfet de la Seine-Saint-Denis,
l'époque M. Georges-François Leclerc, et qui nous avait interrogés sur la vague de surf. Très clairement, il m'avait posé la question. Monsieur le maire, est-ce que vous souhaitez faire le projet sur les 35 hectares absolument avec une vague de surf? Et j'avais répondu non. Ça avait été simple, ça avait été efficace et déterminant parce que la discussion a été soulagée. Tout le monde s'est dit, on va sortir d'un truc qui ne fonctionnait pas, on va pouvoir enfin respirer et commencer à concrètement travailler sur autre chose. Bon, ces 32 hectares ou 35 hectares, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir ce que veulent en faire les Sevranais aujourd'hui. Le projet était controversé, de vagues de surf artificielles, ça ne convenait à personne, ça suscitait plein de mobilisations contre, une vraie crainte, une vraie inquiétude par rapport à ce qui se passait. Je rappelle que, pas loin, sur le triangle des Gonesse, il y avait un projet aussi de piste de ski artificielle. On était dans quelque chose qui commençait à se passer. Et d'ailleurs, tout est tombé quasiment en même temps. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est un projet qui va se développer plus harmonieusement avec la ville, avec la proximité du quartier Mons-le-Pont-Blanc, d'une part, et qui va permettre de développer un parc agricole et paysager de 5 à 9 hectares, au sein d'espaces verts de 18 hectares, avec le parc de la Poudrerie, parce que l'enjeu écologique quand même de tout ça, c'est de relier le parc du Sausset via les 32 hectares au parc de la Poudrerie, encore plus loin, jusqu'à la forêt de Bondy. Là, il y a quelque chose qu'on est en train de réussir. On a une trame verte et une trame bleue qui est en train d'être cohérente et qui permet, même y compris, de relier le quartier des Sablons à un enjeu stratégique pour le développement de notre territoire et le développement de la ville. Le quartier des Sablons va se trouver au cœur de tout ça. Et on a ouvert un lycée agricole qui se trouve donc en lisière du quartier des Sablons, tourné vers les 32 hectares. Et là, j'y vois aussi un acteur important pour la formation de jeunes au métier de l'agriculture, mais à tous les métiers liés aux enjeux de l'alimentation et de la santé. Enfin, voilà, qui est absolument nécessaire, qu'on est en train de repenser aujourd'hui au niveau de la société. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Il y avait la question sur la gauche, l'union de la gauche, par Clémentine Autain. C'est une question importante et qui nous mobilise, sur laquelle j'y travaille. Enfin, je travaille énormément, c'est pas simple. Il y a à la fois les discussions entre différentes personnalités, puis différentes traditions, puis des idées différentes, mais elles sont la richesse de la gauche. Moi, je crois vraiment qu'il faut changer de cap, qu'il faut changer de projet politique, parce que notre société va mal. La réforme des retraites, la contre-réforme des retraites a été un des symptômes de ce malaise grandissant. On se sent mal aujourd'hui. Ça va pas, on n'a pas de perspective, on n'a pas de sens. Et puis c'est encore pire avec... depuis la dissolution, il y a eu un moment... La dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale, un moment chaotique qui a été extrêmement effrayant, angoissant pour beaucoup d'entre nous. Moi, je crois que l'espoir, il est à gauche et il est dans le changement de cap pour gouverner et surtout avoir un modèle social beaucoup plus solidaire. Voilà, il y a un vrai enjeu. Il y a une mauvaise répartition des richesses aujourd'hui dans notre pays. Clairement, c'est insupportable. Je parlais des inégalités territoriales, mais c'est clairement, tout le monde le sait, tout le monde le dit, enfin, ça s'exprime de manière claire, et il n'y a pas d'outrance possible pour empêcher cette parole-là, mais il y a à un moment donné une société qui est bloquée. L'école qui devait être l'ascenseur social, de mobilité sociale pour nos grands-parents, parents, jusqu'à nous. Aujourd'hui, on voit bien que tout est bloqué, que c'est criant, c'est pénible, ça devient même plus qu'un blocage, une vraie violence rogne sur leur budget, parce que leur pouvoir d'achat est de plus en plus précarisé. C'est scandaleux. Donc il faut un changement de gouvernement.
Et la gauche, elle est encore plus forte, elle est encore plus imaginative, elle réalise des choses quand elle est rassemblée, quand elle est respectueuse des différences des uns et des autres au sein de ce rassemblement. C'est valable au plan local, c'est valable au plan national. Ah oui, j'allais poser la question, elle est rassemblée, la gauche, à Sevran ? La gauche, elle est rassemblée, puisqu'on est dans une majorité de gauche au conseil municipal. Par contre, elle est traversée par des discussions, des revendications, des exigences, des accords et des désaccords, et qui sont normales dans la vie de tous les jours d'une majorité, et encore plus à gauche. Et c'est dur de fédérer ça dans ton rôle de maire ? Oui, parce qu'il y a un vrai besoin d'un discours de la méthode, il y a un vrai besoin de se parler en transparence, et de poser les choses sur la table, et de sortir de certaines généralités, de certaines catégories, de mots qui sont envoyés comme ça. Il faut savoir se parler, se dire les choses en direct et d'être concret, quoi. Mais je pense que la gauche, à Sevran, elle est encore plus rassemblée quand la population, les citoyens, s'expriment et disent qu'ils le veulent. C'est pas seulement les forces politiques qui le décident, il faut absolument que tout le monde soit... Ça nous concerne tous, que tout le monde soit mobilisé là-dessus. Moi, je crois bien sûr que les partis ont des responsabilités, et ont des cadres, des traditions qui font qu'il y a une boussole à gauche, voilà, nécessaire. Mais tout ça ne peut pas se faire sans la parole, la parole, l'expression d'une force citoyenne, de la majorité de la population, qui ne sont pas militants dans des partis politiques à gauche, qui font leur chemin aussi. Il faut laisser toute sa place aux citoyens, c'est ça que tu dis, qui ne sont pas forcément dans des partis. Ça doit être l'ADN d'un rassemblement à gauche, c'est important. Donc c'est la clé de la réussite, c'est la clé d'une victoire, d'une mobilisation populaire pour les prochaines élections municipales en 2026, le rassemblement. Celles et ceux qui sèment la division sont responsables, seront comptables d'un échec, évident. Donc il faut continuer à travailler jusqu'au bout pour que le rassemblement à gauche se fasse. Et c'est pas parce que on a des idées différentes qu'on ne peut pas se rassembler et s'unir. Bien au contraire, elles forment la richesse d'un projet commun qu'on va pouvoir porter et développer. Et ça dépend aussi des débats. Moi, les histoires qui se règlent sur le coin de table d'un bureau, ça ne me convient pas. Il faut en parler de manière publique, transparente, avec tout le monde, et dire qui veut quoi, comment on fait, comment on travaille ensemble. Ça, c'est important. Bon, tu parles de l'avenir, tu parles de 2026 et donc des élections municipales. On se dit tout, sans langue de bois. Tu vis comment la candidature de l'ancien maire Stéphane Gatignon, qui t'a passé la main en 2018 ? Bah, je le vis normalement. Je pense qu'il y aurait besoin d'avoir un débat sans démagogie et en arrêtant de dire n'importe quoi. Mais bon, moi, je veux faire une campagne. Je suis encore plus motivé. Faire une campagne propre, mais aussi participative, énergique, festive, positive, avec tout le monde, mais sans ambiguïté, voilà, sans mépris du débat public et donc forcément des opposants ou des adversaires. Il ne faut pas mépriser le travail qui a été fait par nous de 2018 à maintenant. On a fait du travail, on a fait même du bon travail. Et je trouve qu'il y a des mots qui ne sont pas dignes d'un ancien édile, de quelqu'un qui a pris ses responsabilités, et jusqu'à même porter sa démission publiquement, en l'assumant, jusque sur des plateaux de télévision, et puis en dire qu'il revient parce que on n'est pas capable, qu'on est incompétent, c'est un petit peu... hors sol, quoi. Enfin voilà, il faut à un moment donné,
Je pense, après, qu'il y a deux visions. Il y a une vision très égocentrée, voire égoïste, qui est portée par lui, mais en ne s'en rendant pas compte des leçons de vie qu'on a traversées, puisqu'il exprimait que le projet de vague de surf avait été malheureusement abandonné, selon ses dires, et que c'était une bonne idée et qu'il l'assumait toujours. Là, je crois qu'il n'a pas compris, quoi. Là, je suis même plutôt triste de voir qu'il n'a pas compris. Il y a un moment, il faut comprendre, quoi, le réel. Si on ne comprend pas ce qui se passe dans notre société, ce qui se passe dans notre ville, si on ne comprend pas ça, ben on se le prend dans le mur. Enfin, voilà, le réel, ça fait mal à un moment donné quand on se cogne. Et là, je crois qu'il n'a vraiment pas compris. On se dirige tranquillement vers la fin. Alors, justement, quelques petites questions quand même peut-être un peu plus concrètes sur ta vie personnelle. Déjà, comment tu concilies ta vie perso et tes responsabilités d'élu? Je sais que tu as 2 enfants, tu as une fille de 8 ans, un grand garçon. Enfin voilà, comment tu... Oui, qui a 16 ans, qui va aller sur ses 17 ans. Être mère, c'est vraiment... une fonction qui prend du temps, voire même tout le temps. On est mère tout le temps, quoi. Ouais, je ne peux pas dire que y a assez de temps libre pour... Enfin, ça me manque beaucoup, hein, souvent, de ne pas voir mes enfants. Donc, en fait, mon fils, Gabriel, vit avec sa mère à Sevran. Puis il me rejoint de temps en temps ici chez moi. Donc en fait c'est vrai qu'il traverse il longe le canal et puis il me retrouve là. Et puis ma fille, elle vit sur Paris à la Goutte d'Or, dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. Et puis elle aime bien quand je passe les voir parce que je passe un peu de temps avec eux quand même. Avec elles toutes les deux, et puis elles viennent aussi me voir ici, à Sevran, chez nous, et ça crée un peu de l'aventure, quoi. Ouais. Ça, c'est clair, c'est pas facile. Quel souvenir fort tu gardes de ton mandat, là, qui t'a peut-être le plus touché, mais toi, en tant qu'homme, en tant que personne, un moment, une rencontre, enfin, peu importe, mais... Bon, un moment fort, c'est la restitution du conseil participatif citoyen auprès du conseil municipal. Et je me souviens on avait tous été très émus et très touchés et percutés par les mots, les discours qu'ils avaient prononcés. Moi, ça reste en mémoire. La parole était forte, était puissante. Ça, c'est un moment qui m'a marqué, qui me marque encore. Après, il y a des tas de rencontres. J'ai passé des moments de vrai plaisir, de fête, dans nos banquets des seniors, mais aussi dans les différentes activités sorties. Enfin, je veux dire, il y a une vraie chaleur, il y a une vraie amitié, souvent, qui sont nées dans nos rencontres. Après, il y a aussi des moments, des fois, de tristesse. Hein. Des fois, c'est difficile d'aller voir des parents endeuillés suite à des morts. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on vit. Par contre... des fois, on m'a déjà interrogé, mais vous n'avez pas marre, vous n'avez pas envie de rendre votre tablier et tout ça. Et en fait, non, parce que je me sens en devoir de responsabilité, et même porté, soudé de la part de gens qui viennent me saluer, qui viennent juste par un petit regard. Enfin bref, je sens vraiment... tout le monde sait que la fonction de maire est difficile, mais on a un vrai devoir de reconnaissance et de pas galvauder cette responsabilité, de l'assumer avec dignité, et de vouloir la transmettre même. Il y a un vrai enjeu de la rendre attractive, cette fonction, parce que moi, cette vocation qui est désertée par... les citoyens, ça doit tous nous inquiéter. Moi, je ne veux pas.
Mais on me dit oui, est-ce que vous en avez marre, est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Non, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de nos projets, tant qu'il y a la confiance, tant qu'il y a une vraie solidarité, tant qu'il y a des liens de confiance. T'as encore des choses à dire et à faire pour Sevran, en gros. Parce que beaucoup de choses me sont dites, me sont apportées aussi par des habitants. Je sens une vraie foi, une vraie énergie dans l'avenir. Il n'y a pas de fatalité. Moi, je sens que voilà, moi, j'ai pas le sentiment d'une dépression collective à Sevran. Au contraire, ça déborde d'énergie, d'optimisme. Mais il faut rien lâcher, il faut porter les choses. Et puis alors c'est fou, dès qu'on commence à porter la voix, à rassembler du monde, on fait des choses incroyables. Ok. Alors, une petite tradition dans l'émission, on aime bien demander aux invités de nous proposer un thème ou une personnalité à rencontrer pour la prochaine émission et le prochain podcast. Là, comme ça, je pense à quelque chose, un thème. Je serais intéressé, moi en tout cas, d'écouter les jeunes mobilisés dans les maraudes, dans des actions de solidarité, des actions humanitaires qui portent. Voilà, j'aimerais bien entendre un peu ce qui se dit. Merci pour la proposition de thème. Il nous reste à te remercier, Stéphane, pour ta générosité, parce que je crois qu'on a abordé plein de sujets, on a pris le temps et ça, c'était vraiment génial. Donc merci beaucoup, merci pour ça. Merci pour cette sincérité, cette authenticité. Voilà, c'était vraiment génial de te rencontrer dans un autre cadre et de pouvoir échanger avec toi. Il me reste à vous dire à très vite sur la radio citoyenne La Voix des banlieues. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, plein de thèmes. Comme je dis toujours, ici dans nos villes populaires, on se remonte les manches, on fait, on invente pour améliorer le quotidien. Je vous dis à très vite.